Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées pour nous donner l'occasion de présenter les résultats de nos travaux que nous menons en Namibie. Donc des travaux qui ont été financés en 2012 et également en 2014 donc par le LABEX. Donc je vais vous présenter en quelques mots ces résultats aujourd'hui, très brièvement ceux de 2014 puisque nous ne sommes revenus du terrain que fin juillet. Alors ce projet concerne la dynamique des peuplements en Namibie à l'Holocène. Alors, parmi les différentes questions que cette problématique aborde, une a particulièrement retenu notre attention et concerne l'origine et les modes de diffusion des premiers éleveurs et des animaux domestiques en Afrique australe. Alors, cette question est encore largement méconnue. D'une manière générale, les premières traces d'élevage apparaissent en Afrique au début du 7e millénaire avant Jésus-Christ, dans le nord-est africain, et progressivement, ces pratiques vont se diffuser tout au long du continent et arriver de façon assez récente en Afrique australe, puisqu'on a les premières traces à peu près vers il y a 2500 ans. Donc actuellement, sur ces modes de diffusion des pratiques d'élevage, deux modèles sont développés. Le premier serait un peu l'hypothèse d'une migration de populations de pasteurs d'Afrique de l'Est qui seraient arrivées donc, il y a à peu près 2500 ans avec les premiers animaux domestiques et les céramiques. Donc ils seraient arrivés au niveau de la Zambie du nord du Botswana et qui après auraient progressivement descendu vers l'Afrique australe, à la faveur notamment d'une petite période humide qui s'est produite à la fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ et qui aurait permis de traverser des zones arides avec une route plutôt occidentale, donc via la Namibie, ou plutôt une route orientale via le Mozambique et les côtes de l'océan Indien pour atteindre l'Afrique du Sud. Donc ça, ce serait plutôt une hypothèse migratoire avec l'arrivée des populations Khoikhoi, donc plutôt originaires d'Afrique de l'Est. Les Khoikhoi sont les populations que les premiers Européens arrivant en Afrique du Sud ont appelées les Otonto, et donc voilà, qui seraient arrivés avec les premiers animaux domestiques et les céramiques. Alors, plusieurs travaux linguistiques et génétiques appuient cette hypothèse. Au niveau génétique, notamment, ça se développe depuis une petite dizaine d'années et beaucoup de résultats mettent en évidence des liens entre les populations pastorales est-africaines et les populations pastorales d'Afrique du Sud. En revanche, d'un point de vue archéologique et anthropologique, on a encore très peu de données pour appuyer cette hypothèse. Donc la deuxième hypothèse, le deuxième modèle, serait plutôt un modèle d'acculturation, c'est-à-dire qu'on aurait une arrivée effectivement des éleveurs d'Afrique de l'Est il y a à peu près 2500 ans en Zambie. Mais en fait, cette diffusion après en Afrique australe, ce serait fait par des petits mouvements, des mouvements lents et très réduits de ces éleveurs, et en fait une diffusion, une intégration progressive des caprinés notamment et de la céramique au sein des groupes de chasseurs-cueilleurs autochtones. Là encore, les preuves archéologiques sont encore assez maigres, et c'est là-dessus que notre projet a travaillé en apportant de nouveaux éléments à la discussion. Alors un peu en historique du projet, puisqu'il a commencé en fait dès 2006 par une collaboration entre le National Museum of Namibia à Windhoek et le Muséum d'histoire naturelle, avec dès le départ un volet de recherche archéologique, muséographique et ethnographique, et un volet formation avec des cours donnés à l'université de Windhoek et des chantiers écoles pour les étudiants namibiens. Donc ça s'est traduit sur le terrain par des prospections et des fouilles archéologiques dans les montagnes de l'Erongo, qui sont situées au centre du pays. Vous voyez ici une formation montagneuse intéressante. Alors pourquoi justement on a choisi cette zone? D'abord d'un point de vue ethnographique, c'est une zone qui est peuplée par les Damara. Donc les Damara, c'est une population de langue Khoisan. Langue Khoisan, c'est les langues à clics, qui sont parlées à la fois par les Bushman, les San, mais aussi par certaines populations d'Afrique de l'Est, donc parmi les premières populations d'éleveurs à être arrivées dans la région. Donc ces Damara sont traditionnellement éleveurs notamment de caprinés, et notamment d'une race de moutons à queue grasse qu'on appelle la race Damara. Mais d'une manière générale, l'origine de cette population est encore très largement méconnue. Par ailleurs, dans cette région, il y avait également un patrimoine archéologique connu et un peu connu et intéressant, notamment un très abondant art rupestre. L'art rupestre, c'est des peintures principalement d'animaux sauvages qui ont été décrites dès les années 50 par l'abbé Breuil
et qui sont traditionnellement, encore une fois, attribués aux Bushman, mais en fait sans qu'on ait aucune preuve archéologique ou culturelle pour vraiment être sûr que ce soient les auteurs de ces peintures. En fait, on ne connaît pas vraiment les auteurs de ces peintures. Par ailleurs, dans la zone étaient connus également plusieurs sites préhistoriques, datés du Middle ou Later Stone Age, donc fin Pléistocène, début Holocène, des sites qui ont livré un peu de matériel, mais rien concernant les premiers animaux domestiques. Donc, fort de ces connaissances, des prospections ont été organisées en 2006 dans une partie de cette zone. Alors, vous voyez un peu le paysage, donc c'est surtout des rochers, des blocs de granit au milieu de la savane. Et parmi ces blocs, un site a particulièrement retenu notre attention, c'est le site de Leopard Cave, donc, qui est situé sous une grande dalle de granit. Et c'est un site qui était prometteur dès le départ, puisqu'il présentait une sédimentation naturelle qui paraissait importante, surtout qui paraissait en place, pas lessivée par des précipitations. Et en plus, sur les parois de l'abri, on a pu repérer quelques traces de peinture, ces fameuses peintures soi-disant sanes. Donc, fouiller cet abri permettait éventuellement également d'apporter des éléments pour caractériser les auteurs de ces peintures. Donc, des premières campagnes de fouilles ont été menées en 2007, 2008 et 2009. 2008 et 2009, notamment dans le cadre d'un chantier école avec des étudiants namibiens. Et donc, vous voyez, 3 mètres carrés ont été ouverts au centre de l'abri. Alors, ces premières fouilles ont donné déjà des résultats intéressants qui ont été publiés dès 2012, notamment grâce à une subvention du LABEX pour la publication, donc publiée dans la revue PLOS ONE. Donc, on a décrit dans cette publication une partie de la stratigraphie complexe, comme souvent dans les abris sous roche, avec une séquence qui s'étale à peu près entre 3200 BP à 2100 BP. Donc une séquence assez courte, mais assez, chronologiquement, mais assez étendue, et qui a livré beaucoup de matériel, de l'industrie lithique, des ossements, des objets en os, des perles en œuf de truche, on le voit un peu ici, un petit peu de céramique également, et des restes végétaux. Alors, parmi la faune, on a un matériel relativement abondant, plus de 3500 restes, dont 1500 déterminés. Et si on regarde le spectre de faune des ossements déterminés, on voit qu'on a une assez grande diversité, avec à la fois des mammifères, des oiseaux et des reptiles, mais malgré tout une exploitation qui est quand même centrée sur les bovidés sauvages, et qui va rester stable à peu près pendant toute l'occupation de l'abri. Donc ces bovidés sauvages, on a notamment de l'impala, du springbok, de l'éréotrag, donc que des espèces typiques de ces environnements semi-désertiques d'Afrique australe. Parmi ces restes également, on a trouvé quelques dents de caprinés dans des niveaux qui étaient situés autour de 2200 BP. Alors, à cause de l'état d'usure très avancé des dents, on n'a pas pu déterminer si c'était du mouton ou de la chèvre. En revanche, leur statut domestique ne fait aucun doute, puisqu'il n'y a pas de caprinés sauvages à l'Holocène dans cette zone. On était certain que c'était du domestique. Les dents ont été datées directement et ont donné des dates donc entre 2200 et 2300 BP, ce qui en fait les plus anciennes traces de restes d'animaux domestiques pour toute l'Afrique australe. Donc c'était une découverte déjà à ce point-là intéressante. Un fragment de céramique a été découvert également dans ces niveaux, céramique non décorée. Mais le fait qu'on n'ait qu'un seul fragment et qu'en plus dans les niveaux supérieurs plus récents, on ait beaucoup plus de cette même céramique, peut nous faire suggérer qu'on aurait en fait affaire à peut-être une pollution ultérieure. Donc pour l'instant, le statut de ce seul tesson de céramique est encore pas tout à fait assuré. Alors cette présence de restes de caprinés dans un assemblage composé majoritairement d'animaux sauvages est donc intéressant pour le débat sur les premiers éleveurs. Parce que ces restes donc, sont certainement liés à cette arrivée des premiers éleveurs dans la région. Premiers éleveurs, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui auraient plutôt, en tout cas dans un premier temps, utilisé la route plutôt par l'ouest, donc c'est-à-dire via la Namibie, puisque là on est vraiment parmi les premières attestations d'animaux domestiques de la région. Mais le fait que ces quelques restes soient au sein d'un assemblage qui est composé majoritairement de faune sauvage, tend plutôt à suggérer qu'on serait dans le cadre d'une diffusion culturelle, c'est-à-dire d'une intégration de quelques caprinés au sein d'une société de chasseurs-cueilleurs. Et en plus, peut-être pour appuyer cette hypothèse, le fait que dans les niveaux supérieurs, on ait plus de restes de caprinés, plus également de céramique, pourrait illustrer également cette transition très progressive d'un passage vraiment d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie plus sur la production alimentaire.
un mode de vie donc, voilà, qui va changer très progressivement et une intégration de l'élevage qui ne va pas entraîner immédiatement des bouleversements très forts dans les modes de vie des gens. Voilà, mais bon, pour l'instant, les preuves archéologiques sont encore assez peu nombreuses, puisque là, on n'a que ce site de Leopard Cave, et donc un peu trop peu nombreuses pour vraiment confirmer cette hypothèse. Par ailleurs, ces restes également de caprinés sont intéressants dans le débat de l'origine de cette race de moutons à queue grasse d'Amara. Alors là, on prévoit de faire dans les mois à venir des analyses génétiques, on va tenter en tout cas d'en faire sur ces restes dentaires, d'une part pour essayer de voir si on a du mouton ou de la chèvre, puisque je vous l'ai dit, d'un point de vue morphoscopique, on n'a pas réussi à déterminer, et puis de voir en comparant avec les populations actuelles de moutons d'Amara et les populations de moutons d'Afrique de l'Est, pouvoir voir si on peut avoir des liens, et des liens éventuellement, qui pourraient montrer que ces moutons sont les ancêtres des populations de moutons actuelles. Alors, au niveau de la flore, actuellement, des études carpologiques et anthracologiques sont en cours dans le cadre d'un M2 réalisé au sein du muséum, puisque le site a livré un grand nombre de restes végétaux, notamment des graines. Alors, des graines présentes sous la forme carbonisée ou non carbonisée. C'est assez rare de trouver des restes non carbonisés dans les sites archéologiques. En général, elles se conservent mal. Mais là, on pourrait avoir un cas de conservation assez exceptionnel, notamment dû à l'extrême aridité du climat dans cette zone. Toutefois, on est actuellement en train de dater ces graines non carbonisées pour être sûr que ce ne soit pas de la pollution plus récente. Toujours est-il que ces restes de graines et ces restes de charbon montrent que nous avons des restes de formation végétale d'arbres et d'arbustes typiques de formations désertiques et semi-désertiques, et qu'apparemment, comme pour la faune, on ne semble pas qu'il y ait d'évolution majeure au cours des 3 derniers millénaires. Donc, en 2012, fort déjà de tous ces résultats, nous avons décidé de retourner sur le terrain, donc notamment grâce au LabEx, avec comme objectif à la fois d'élargir la zone de fouille au sein de l'abri et également de tester le secteur situé juste devant l'abri pour voir si on ne pouvait pas avoir des restes éventuellement de structures liées au parcage des caprinés. Alors, au sein de l'abri, on a trouvé de nouveau beaucoup de matériel, et notamment des nouveaux restes de caprinés qui provenaient des mêmes niveaux que ceux de 2007-2009, donc datés toujours autour de 2300 BP, donc ce qui permet d'augmenter un peu le corpus de ces restes de caprinés. Et on a trouvé également d'autres choses, comme je vous présente cette mandibule de chat, cette mandibule percée de chat, qui est assez jolie. Donc c'est du Felis sylvestris, mais comme on n'a qu'un reste de chat, en plus c'est un individu juvénile, il est difficile de savoir si c'est un individu sauvage ou domestique. Donc à l'extérieur de l'abri, nous avons réalisé un sondage d'1 mètre carré pour voir si on pouvait avoir des restes, soit des restes de trous de poteaux, soit des restes éventuellement d'agencement en pierre, soit des restes de litière éventuellement, des signes en tout cas que les caprinés étaient gardés à l'extérieur. Et au moment de la réalisation de ce sondage, on n'a rien trouvé qui soit en lien avec les caprinés. En revanche, le dernier jour de fouille, puisque pour les archéologues qui sont dans la salle, ça leur parlera, c'est souvent le dernier jour de fouille qu'on fait la découverte intéressante auquel on ne s'attendait pas. Donc là, ça n'a pas échappé à la règle. Le dernier jour de fouille, dans un tout petit coin du carré, on a trouvé des restes humains. 13 restes humains pour être exact, qui proviennent principalement d'un crâne et avec également un fragment de corps vertébral d'une vertèbre cervicale. Alors ces restes présentaient quelques caractéristiques. D'abord un fort encroûtement de carbonate de calcium, ce qui a d'ailleurs au départ limité un peu leur identification, c'est un peu compliqué. Et une fois qu'on les a dégagés, il est apparu que tous ces restes étaient brûlés, fortement brûlés, et en plus qu'un certain nombre présentaient des traces de découpe sur la surface exocrânienne. Donc beaucoup de questions au retour de cette mission de 2012. D'abord, l'âge de ces restes, quel était leur âge, est-ce qu'ils étaient liés avec les occupations à l'intérieur de l'abri, la localisation du reste du squelette et la signification un peu de ce dépôt. Concernant les âges, 2 datations radiocarbone ont été réalisées sur l'os temporal droit, une sur la bioapatite et une sur la fraction brûlée de l'os, qui ont donné des âges cohérents au vu de la taphonomie de ces restes, qui sont autour de 6600 calibrés BP, c'est-à-dire beaucoup plus anciens que les restes de caprinés, et d'une manière générale beaucoup plus anciens que les niveaux d'occupation au sein de l'abri. Alors un peu point de vue anecdotique, mais grâce aux différentes installations dans le muséum, on a fait un scan 3D de la surface de l'os temporal avant sa destruction pour la datation, et on a bien fait puisque en continuant les analyses et notamment en terminant les tris du refus de tamis, on a retrouvé un petit fragment de cet os temporal et donc on a pu faire un remontage virtuel
pour compléter cette os temporale. Ce qui concerne le reste du squelette, donc nous sommes retournés cette année sur le terrain, nous avons étendu la zone de fouille pour essayer donc de retrouver le reste du corps. Et nous avons trouvé de nouveaux fragments de crâne, donc occipital, zygomatique, mandibule, dents, mais malheureusement aucun élément du squelette postcrânien. Donc on était un peu déçus à ce niveau-là, mais on n'a absolument rien trouvé. Donc un peu sur l'interprétation de cet assemblage, d'abord est-ce qu'on a affaire à une crémation intentionnelle des restes humains? Les premières analyses montrent qu'on a une exposition prolongée à des hautes températures, ce qui tendrait à montrer que oui, on a effectivement une crémation intentionnelle. Toutefois, il nous reste à analyser l'homogénéité et la température de chauffe pour vraiment confirmer cette première observation. Concernant les traces de découpe, les analyses microscope ont montré qu'elles étaient probablement faites avant la chauffe. Donc probablement, ça correspond probablement à un enlèvement de la peau, peut-être à un nettoyage du défunt avant la crémation. Mais là encore, les schémas de découpe restent à analyser, et notamment avec les nouveaux restes qu'on a retrouvés cette année. Est-ce que ça a été brûlé? Est-ce que la crémation a eu lieu in situ? Alors malheureusement, au moment de la fouille, aucune fosse n'a pu être détectée. On a trouvé quelques fragments de granit en position verticale autour des restes humains, mais pas d'agencement suffisamment clair pour qu'on puisse dire qu'on avait vraiment une structure de crémation. On n'a trouvé aucune concentration de charbon, et en plus, comme je vous l'ai dit, uniquement des éléments crâniens, sauf un fragment de vertèbre cervicale. Donc ça tendrait à montrer plutôt que non. Toutefois, le fait que les restes crâniens soient en connexion pseudo-anatomique pourrait suggérer peut-être qu'en fait, seul le crâne a été brûlé in situ dans cette zone. Là encore, la suite, on espère la suite des analyses, en tout cas des restes humains, pourra peut-être nous apporter des éléments un peu plus probants pour cette question. Et enfin, sur les affinités biologiques, là également les travaux sont en cours, à la fois d'un point de vue morphoscopique, morphologique et génétique. Toutefois, très clairement, on a peu d'espoir d'un point de vue là, parce que vous avez vu, les restes sont extrêmement fragmentés, ils sont brûlés. Donc, pour espérer tirer des résultats vraiment probants, notamment d'un point de vue génétique, ça paraît difficile, mais en tout cas, on va essayer. Alors, toujours en 2014, un autre objectif de la fouille était d'essayer de continuer à fouiller les niveaux au sein de l'abri et d'essayer de voir si on avait des niveaux d'occupation plus profonds que ceux qu'on avait trouvés actuellement, éventuellement trouver les niveaux de fin d'occupation, les niveaux stériles ou le substratum de l'abri. Alors, en effet, on a trouvé des nouveaux niveaux d'occupation avec la présence de foyers sur au moins 80 cm de profondeur. Malheureusement, on a dû s'arrêter là cette année, puisque en raison des risques d'effondrement des blocs, parce que je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait là c'est un gros bloc de granit, tout ça c'est également un bloc de granit qui plonge en plus au fond de l'abri. Donc les risques d'effondrement en fait, de ces blocs, plus le fait qu'on a une très mauvaise visibilité au fond du sondage, font qu'on a dû stopper pour cette année. On va espérer pouvoir reprendre éventuellement l'année prochaine en étayant un peu les blocs et le sondage, et surtout en apportant un éclairage qui permette de continuer dans de meilleures conditions. Toujours est-il, donc on a trouvé quand même des niveaux d'occupation. On a trouvé également du matériel, des ossements, des charbons, des graines et de l'industrie lithique. Et les premières observations faites par David Plurdo sur cette industrie lithique tendraient à montrer qu'elle est très différente de ce qu'on avait dans les niveaux supérieurs. Donc les datations sont en cours, mais ils sont certainement probablement plus anciens que 3200 BP. Donc c'est-à-dire 3200, c'était, je vous le rappelle, les niveaux qu'on avait pour l'instant au maximum pour la fin de la stratigraphie qu'on avait faite jusqu'en 2012. Et on peut se demander si ces niveaux plus profonds sont peut-être contemporains des restes humains, mais ça, seule la suite des résultats, les résultats des datations nous le diront. Alors en conclusion, ces premiers résultats sur ce site de Leopard Cave apportaient vraiment des résultats intéressants. D'abord sur le débat des premiers éleveurs et premiers animaux domestiques de la région, puisque ces quelques caprinés trouvés, donc, qui correspondent aux plus anciens restes de caprinés domestiques de la région, ont été trouvés dans un contexte quand même de chasseurs-cueilleurs, ce que Karim Sadr avait appelé les « hunters with sheep », c'est-à-dire les chasseurs avec moutons. Donc ce serait un cas qui illustrerait plutôt une diffusion culturelle, donc dès 2300 BP, c'est-à-dire l'intégration de quelques animaux domestiques au sein d'une population de chasseurs-cueilleurs sans vraiment modification profonde des modes de vie, et qui illustrerait aussi plus probablement une diffusion, en tout cas dans un premier temps, par la route de l'Ouest, donc via la Namibie.
Concernant les pratiques funéraires, on a pu mettre en évidence donc, des pratiques complexes, mais encore complètement inconnues en Afrique australe, notamment pour ces périodes. Donc les analyses, la suite des analyses va certainement nous en révéler un peu plus sur ces pratiques, mais elles sont difficiles à interpréter pour l'instant, puisqu'elles sont voilà, complètement inconnues. Mais elles sont d'autant plus aussi intéressantes qu'elles sont le témoin des populations pré-pastorales de la région pour lesquelles, encore une fois, on ne connaît quasiment rien. Donc les projets, je vous le disais, ça va être la continuation de la fouille au sein de l'abri, pour notamment essayer d'atteindre vraiment le substratum et d'atteindre en tout cas la fin des niveaux d'occupation humaine dans l'abri. Par ailleurs, je vous avais dit au départ que dans cet abri, on avait des traces de peinture. En 2012, on a trouvé sur certains outils en os des traces de colorants rouges. Donc actuellement, enfin, au sein de la dernière mission, des prélèvements ont été effectués sur ces peintures. On va essayer de comparer, d'un point de vue chimique, avec les colorants rouges trouvés sur les outils en os, pour essayer de voir si on peut avoir une corrélation, ce qui permettrait d'apporter des premiers éléments archéologiques, culturels, pour essayer de caractériser les auteurs de ces peintures, pour lesquels, je vous rappelle, on ne connaît pas grand-chose. Et enfin, on va essayer de fouiller d'autres sites repérés dans la région, des sites qui paraissent de nouveau prometteurs, avec une sédimentation, encore une fois, qui paraît en place, qui ne paraît pas lessivée, donc qui permettrait, on l'espère, de trouver de nouveaux niveaux d'occupation, qui permettrait également de poser des points de comparaison avec ce qu'on a sur Leopard Cave. Donc encore beaucoup de travail en perspective, mais déjà tous ces résultats ont été faits avec le soutien de ces différents instituts et évidemment du LABEX, et en espérant que ça puisse encore continuer plusieurs années. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Vos résultats vous font plutôt aller dans le sens d'une, je dirais, acculturation ou arrivée, diffusion de la domestication dans des groupes de chasseurs-cueilleurs. Oui. Ça me semble cohérent, mais est-ce que vous avez aussi pensé à une autre possibilité, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez fouillé un site de chasseurs-cueilleurs qui ont simplement échangé quelques bêtes avec des éleveurs de sites que vous n'avez pas fouillés. C'est une possibilité aussi. Et je dirais, ce n'est pas totalement idiot, en sachant que les San, historiquement, font cela. C'est-à-dire qu'en effet, ils vivent à côté éleveurs, et parfois on sait historiquement qu'ils peuvent même prendre soin de certains des troupeaux et récupérer certaines de ces bêtes. Donc en fait, je dirais, c'est une hypothèse que je pense qu'il ne faut pas oublier. Il y a peut-être des éleveurs à côté, et qui ne sont pas des éleveurs qui s'établissent dans des abris. Tout à fait, non, vous avez raison, c'est tout à fait une possibilité. Alors, pour l'instant, en Namibie, c'est vrai que c'est d'autant plus une possibilité que, comme je disais, on ne connaît rien. Enfin, on connaît quasiment rien sur tout le pays. On doit avoir 3 sites dont les 2 autres sont plus récents que le nôtre pour ces questions-là. En revanche, en Afrique du Sud, où l'archéologie est beaucoup plus développée qu'en Namibie, on a l'impression que pour cette période qui est vraiment la toute fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ, on a systématiquement ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a systématiquement des assemblages avec majoritairement de la faune sauvage et un tout petit peu de caprinés. Et donc c'est possible qu'il y ait des sites d'éleveurs qu'on n'a pas trouvés, mais pour l'instant, en fait, on n'en a aucune trace. On ne sait pas où ils sont, ces éleveurs. Voilà. C'est pour ça que l'hypothèse de l'acculturation est plutôt privilégiée, en tout cas pour moi, mais voilà, effectivement, c'est qu'une hypothèse de travail, c'est juste qu'on n'a aucune trace de ces éleveurs. On ne sait pas où ils sont, et voilà, on n'arrive pas à les caractériser vraiment clairement. De la curiosité d'une néophyte, hein. Le crâne brûlé, là, vous donnez l'impression que c'est des rites funéraires, certainement, qui ont conduit à ça, et ça ne peut pas être de l'anthropophagie? Pour l'instant, ça peut être de l'anthropophagie. Après, sur le crâne, il n'y a pas forcément grand-chose à manger. Donc non mais clairement, si on parle de consommation, en général, on va retrouver souvent, moi je suis archéozoologue, donc je travaille sur les restes de consommation des animaux, et en général, on va retrouver quand même les ossements qui sont riches en viande. Donc là, sur le crâne, il n'y a pas grand-chose, et à la limite, on se serait attendu dans ces cas-là à retrouver le reste du squelette, les ossements où il y a quelque chose à manger. Donc effectivement, c'est une possibilité. On ne l'a pas beaucoup mise en avant pour l'instant, justement parce qu'on n'a que le crâne, et qu'on n'a que ces restes de découpe sur le crâne. Donc voilà. Mais effectivement, ça reste une possibilité.
Quels seraient les autres indices de l'acculturation, à part l'échange de l'acquisition de bétail? Est-ce qu'il y a de la céramique? Est-ce qu'il y a... Chez nous, c'est pour ça que je parlais de ce petit tesson qu'on a trouvé, ça peut être ce signe-là, mais comme on n'en a qu'un, c'est difficile vraiment de s'en assurer. Et il y a d'autres sites, donc en Afrique du Sud, où on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a que de la céramique et on n'a pas d'animaux domestiques. Donc là aussi, ça parle plutôt d'échange avec des populations pastorales qui, elles, ont la céramique, mais ce n'est pas le package complet qui vient forcément. Donc cette arrivée, cette acculturation, elle passe par ces deux artefacts, par ces deux proxys, mais qui ne sont pas forcément toujours associés. En fait, c'est les seuls indices pour l'instant qu'on a, puisque, en plus, le problème, ce que je disais, c'est que ces éleveurs, une fois qu'ils sont arrivés dans la région, avant vraiment le premier millénaire de notre ère, ils sont quasiment invisibles. On ne sait pas les caractériser. Donc on ne sait pas si eux-mêmes ont développé des traits culturels vraiment locaux, parce qu'on n'arrive pas encore à bien les matérialiser. Mais c'est des questions vraiment à creuser qui sont très intéressantes, mais où on a encore très peu d'éléments. Il semble que toutes les dents de Caprinet soient très usées. Oui. Il y en a combien? 2 dents au total? Oui. Bah, il y a les 2 dents qu'on a trouvées, plus la mandibule que j'ai montrée. On a 3 restes. Ah non, alors après, on en a peut-être dans les ossements postcrâniens des bovidés de taille moyenne. Ouais. Mais voilà, il y a toujours le problème de l'identification de ces restes au niveau générique ou spécifique, puisque sur les faunes africaines, on a tellement de bovidés de taille moyenne que quand c'est très fragmenté, moi en tout cas, je ne prends pas le risque de les attribuer de façon sûre au Caprinet. C'est souvent pas possible en fait. Est-ce que c'est possible d'avoir affaire à des populations de chèvres marronnes qui auraient été chassées par ces chasseurs-cueilleurs? C'est les premiers Caprinets qui arrivent, donc elles seraient arrivées à l'état marronné. Enfin, je veux dire... Non, elles auraient échappé aux éleveurs, quoi. Oui. Oui, non. Si, tout à fait. Ça peut être aussi une hypothèse, tout à fait. Mais oui. Si vous continuez à trouver des dents très usées, il faudra se poser sérieusement la question. C'était un peu le sens de ma question. Parce que c'est ce qu'on trouve, par exemple, c'est des patterns qu'on trouve sur les chèvres de l'île de la Réunion qui ont été relâchés, avec des animaux très vieux qui finalement n'ont pas forcément été consommés pour la plupart d'entre eux, mais qui ont pu venir mourir dans la cavité en tant qu'animal marronné, quoi. Donc, donc là, tu parles d'une accumulation naturelle. Donc. Pourquoi pas? Ah, là, on est vraiment que ce soit des populations marronnées qui étaient chassées, ça, c'est vrai que ça peut être une hypothèse. Après qu'elles soient venues mourir là, on est vraiment dans des niveaux anthropiques, on n'a pas du tout de dépôt naturel dans ces niveaux-là, mais pourquoi pas, hein, ouais. C'était sur le statut et l'histoire phylogéographique de cette race de moutons à queue grasse. On en sait quelque chose et si oui, est-ce que ça nous informe de l'origine de cette race? Quand je parlais qu'on voulait faire des analyses génétiques, c'était à la fois sur les restes archéologiques, mais également on a prélevé sur des populations actuelles pour essayer de les tester, les analyser également, et essayer de les replacer vis-à-vis d'autres races locales et des races d'Afrique de l'Est, puisque voilà, donc c'est dans nos projets également, ça.